Instant Santé, ce matin, nous parlons tuberculose avec Ediacho Tongoro. Christelle, bonjour. Bonjour Alain, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, j'ai Ce la forme. matin, vous décidez de nous parler de la tuberculose. La tuberculose est une affection, une maladie infectieuse assez répandue dans le monde et malheureusement chez nous au Bénin également. Et aujourd'hui, petite précision, on parlera de la tuberculose chez la femme. Et je reçois ce matin donc le docteur Frédéric Alovo-Péou, médecin au programme national contre la tuberculose. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi pour l'occasion que vous nous donnez de parler de la tuberculose. Alors la tuberculose, vous le savez, elle est très répandue, très présente plutôt aujourd'hui. Comment la définir exactement? Merci à vous. La tuberculose est une maladie qui est contagieuse, infectieuse, due à une bactérie qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis, communément connue sous le nom de bacille de Koch. D'accord. Voilà. Alors, avant de poursuivre, Alain, on va suivre ce petit témoignage, histoire de planter le décor. J'ai traîné quand même un état de santé affaibli pendant plus de 6 à 8 mois, puisque j'étais étudiant. Et lorsque j'avais les premiers symptômes, je ne savais pas que c'était les premiers symptômes. Donc du coup, je consultais pour le paludisme, pour la fièvre typhoïde, des infections. Quels symptômes vous avez? J'avais, je dirais, le corps chaud à partir de 17h, voire 18h, 19h. Et certes, la nuit, au bon milieu de la nuit, je toussais, mais pas trop. Mais j'avais également la sueur nocturne. Mais c'est avec le temps, avant de faire 6 mois sans le savoir, que j'ai commencé par maigrir de façon vraiment importante. Je n'avais pas du tout plus envie de manger. Du coup, on l'assimilait beaucoup plus au paludisme, à des infections ou bien à une fièvre typhoïde. Un jour, j'étais à la maison chez les parents quand une amie à mes parents était passée. Elle a fait appel 1 heure de temps. J'ai juste toussé 2 fois. Et vu déjà mon état, j'avais déjà fondu. Donc, elle a demandé, est-ce qu'on a fait le test de dépistage de la TB par hasard? On lui a dit non, mais que ce n'est pas possible, puisqu'on a fait déjà le VIH plus de 5-6 fois. C'était négatif. Elle a dit du moins, bon, qu'elle propose qu'on aille le faire. Et on l'a fait déjà le lendemain matin au CDT de Abomey, qu'on appelait Adjakito. Et c'est là que le test était positif et donc j'ai su que c'était la tuberculose. Ce témoignage, on le voit clairement, la tuberculose est confondue au paludisme. Quels symptômes doivent normalement inciter à consulter? Merci à vous. C'est vrai que la tuberculose peut partager certains signes symptômes avec le paludisme, notamment la fièvre qu'on va avoir chez les patients qui font la tuberculose. Mais notons que la tuberculose peut toucher tous les organes. Le poumon? Les poumons principalement, dans plus de 80% des cas. Et les manifestations que nous aurons lorsque ça touche les poumons, c'est d'abord et avant tout la toux. C'est une toux qui va traîner dans le temps. Le plus souvent, une toux qui commence par durer 2 semaines, 3 semaines. Il faut penser à consulter pour s'assurer que ce n'est pas la tuberculose ou bien autre chose. Cette toux peut s'associer parfois à des crachats de sang. La personne tousse et crache du sang. Ça, c'est déjà grave. Il ne faut pas attendre cet état avant de consulter. Mais d'autres signes que nous pouvons avoir, symptômes que on pourrait avoir, c'est un amaigrissement, c'est une fatigue ou bien une asthénie qui va traîner dans le temps, c'est la perte d'appétit. En dehors de ça, nous pouvons avoir la personne, qu'est-ce qu'il a dit, la transpiration nocturne, et sans oublier une fièvre qui va traîner dans le temps. Mais si ça évolue encore dans le temps, la personne peut commencer par avoir des difficultés à respirer. Mais il ne faut pas attendre cet état avant de consulter. C'est déjà grave en ce moment. Alors, on parle des états, docteur Alovo-Péou, mais est-ce qu'il y a un mode de vie, un mode d'hygiène qui favorise la survenue de cette maladie? C'est dans les préventions, Alain. On va y revenir si vous le permettez. Alors, tous ces signes se retrouvent-ils chez la femme ou bien il y a des spécificités selon le sexe? Il n'y a pas vraiment de spécificité en fonction du sexe, mais chez la femme, notamment lorsqu'elle est enceinte,
Vous savez, la grossesse, c'est un moment où il y a des changements physiologiques chez la femme. Exactement. Ça peut favoriser le développement de la maladie chez la femme enceinte plutôt que les autres femmes. Mais aussi bien les hommes que les femmes, on partage, ce sont les mêmes manifestations qu'on aura Parce au cours de la qu'il maladie. y a certaines femmes qui maigrissent pendant la grossesse et qui se fatiguent en raison notamment des travaux domestiques. Est-ce que ce n'est pas des signes à confondre? Et si ça inquiète, il vaut mieux se rapprocher d'un centre de santé ou bien de son soignant pour qu'on explore. Sinon, on peut confondre ces états, mais les soignants sont avertis et savent qu'une toux qui commence pas à traîner dans le temps chez une femme enceinte, il faut consulter parce que c'est encore plus grave une femme enceinte qui fait la tuberculose chez elle. Mais les signes sont pratiquement similaires que chez le sujet. Mais de toutes les façons, ce qui devrait alerter, comme vous venez de le dire, c'est une toux de plus de 2 semaines. De plus de 2 semaines doit alerter, on doit consulter dans un centre de santé le plus proche. C'est ça. Alors, comme certaines maladies, enfin, les femmes sont prédisposées à faire certaines maladies, est-ce également le cas de la tuberculose? Il n'y a pas, tel que je vous ai dit, il n'y a pas de prédisposition particulière concernant la tuberculose pour la femme, chez la femme. Oui. On a pratiquement les mêmes phénomènes qui pourraient amener à développer, les mêmes facteurs qui pourraient favoriser le développement de la tuberculose chez tous les autres sujets, seraient les mêmes choses que chez la femme, chez les femmes. Il n'y a pas d'autres prédispositions particulières. En dehors de l'état de la grossesse, que je dis que c'est un moment où il y a en quelque sorte une faiblesse de l'immunité chez la femme qui pourrait favoriser le développement de la maladie. Très bien. Oui. Avant de parler traitement et prévention, docteur, quels sont les facteurs de risque de la tuberculose? Merci. Les facteurs de risque de la tuberculose sont nombreux. Mais on va insister sur quelques facteurs simplement. Notamment dans notre contexte ici, c'est surtout la sous-alimentation, la malnutrition. La sous-alimentation. D'accord. Qui dépend, notamment, c'est parce que les gens sont pauvres, qui ne mangent pas bien. Pourquoi? Parce que ça affaiblit le système immunitaire. Ça affaiblit, parce que si on ne mange pas bien, on n'apporte pas les protéines nécessaires pour notre défense. Ce qui fait que si la bactérie rentre facilement, ça peut passer à l'étape maladie. En dehors de la malnutrition et des conditions de vie précaires, nous pouvons citer certains modes de vie, notamment le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. C'est vrai, il y a certaines maladies qui peuvent affaiblir l'immunité, notamment l'infection à VIH et le diabète, qui pourront faire que les sujets seront plus faibles et ils pourraient développer la maladie. D'autres facteurs qu'on pourrait citer, c'est la vie dans une zone où il y a assez de cas de tuberculose. Là, facilement, ces sujets peuvent étant donné que la maladie est contagieuse. L'autre chose, ce sont les enfants, surtout les enfants au bas âge, vu que leur système immunitaire n'est pas encore au point, facilement, il peut développer la maladie, contrairement aux autres sujets. Alors, comment se déroule chez nous aujourd'hui le dépistage et le suivi médical chez la femme, la jeune femme, comparé justement à la femme enceinte? D'ores et déjà, il faut dire qu'il n'y a pas un dépistage particulier à la femme que chez les autres sujets. C'est le même système de dépistage qui est mis en place sur le terrain. Et sur le terrain, tout sujet présentant une toux qui dure 2 semaines ou plus doit se rendre dans un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Ces centres qui sont présents dans toutes les 77 communes de notre pays, nous en avons aujourd'hui 94. Vous comprenez avec moi, il y a certaines communes qui en ont plus d'un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Et lorsqu'ils se rendent dans ces centres, le dépistage est gratuit. Et donc, dès qu'on dépiste quelqu'un, normalement, la personne est mise sous traitement et le traitement aussi est gratuit. D'accord. Les sujets qui sont loin, normalement, du lieu où on a fait le dépistage, on peut les envoyer vers un centre le plus proche d'eux pour le suivi du traitement. Et les enfants, on sait qu'à la naissance, on vaccine les enfants au BCG. Est-ce qu'il y a risque pour eux quand même de développer les formes graves ou je ne sais pas, les formes de résistance? C'est surtout à cause de ça. Vous savez, je vous ai dit tantôt que les enfants au bas âge, vu que leur système immunitaire n'est pas encore mis en place complètement, facilement, et ils présentent plus de risques de développer la maladie. Mais la vaccination à la naissance, la vaccination au BCG à la naissance,
C'est vrai, ça n'empêche pas l'enfant de faire la maladie, mais ça empêche l'enfant de développer des formes graves de la maladie. C'est surtout ça. Donc, c'est vrai, certains sujets se disent, lorsqu'on est vacciné, pourquoi on développe encore la maladie? Notons que la vaccination n'empêche que de faire les formes graves de la maladie, surtout chez l'enfant. Docteur, par les témoignages, on a su que le traitement de la tuberculose se fait avec plusieurs molécules selon les formes de tuberculose. Alors, chez la femme enceinte, comment se fait le suivi? Est-ce que les jeunes femmes, ou bien les femmes qui allaitent, je veux dire, prennent le même traitement, ou bien il y a des solutions alternatives? Merci. Aussi bien chez la femme que les autres sujets, la forme la plus fréquente de tuberculose que nous rencontrons, qui est dans la forme simple, plus de 99% des cas, le traitement est le même aussi bien chez l'enfant, chez tous les sujets, sans pas de particularité chez l'enfant et la femme, et les femmes, ni les femmes enceintes. Tout le monde peut prendre les médicaments. Ça pourrait affaiblir le fœtus? Non, pas de risque concernant le fœtus. Et pour revenir sur le traitement, c'est un traitement qui dure 6 mois avec des contrôles au 2e, 5e, 6e mois et à la fin des 6 mois. Parlant justement de traitement, est-ce que, par expérience, ceux qui font ce traitement-là, est-ce que la maladie guérit complètement? Voilà, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous l'efficacité du traitement? Ceux qui sont mis sous traitement, plus de 80%, plus de 90% de nos patients, chaque année, sont déclarés guéris. Pour ne pas dire... Nous n'avons pas les 100% parce que, vous savez, les sujets consultent parfois tardivement, au stade de complications. Et c'est notamment ces sujets qui ont des complications qui parfois meurent au cours du traitement, ou soit qui ont d'autres facteurs associés, notamment une infection à VIH. Parfois, ces sujets peuvent mourir au cours du traitement. C'est surtout ça qu'on a. Mais s'agissant de l'efficacité du médicament, le médicament même est efficace à 100%. Ce sont ces facteurs qui font que nous perdons certains patients au cours du traitement. Et quel est le plus gros challenge actuellement pour le PNT? Le plus gros challenge pour nous, c'est surtout d'abord que les sujets qui ont des symptômes consultent tôt. Pour qu'on ait, nous envisageons normalement 100% de succès thérapeutique chez nous. Pardon. Donc, ce qui suppose qu'on consulte tôt, ça nous donne des marges de manœuvre normalement pour pouvoir guérir tout le monde. Et l'autre chose, c'est que les sujets déjà qui sont sous traitement, qu'ils observent correctement le traitement. Parce que c'est 6 mois de traitement, il faut le dire. 6 mois de traitement pour la forme la plus courante que nous rencontrons chez nous. D'accord. Chez nous. OK. Le fait d'aller à l'hôpital pour consulter, ce n'est pas spécifique à la tuberculose seulement. Il faut dire aux téléspectateurs que dès que vous sentez un mal qui semble persister, il faut consulter. Absolument. Rendez-vous rapidement à l'hôpital. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés aux femmes d'accéder au traitement? Pas vraiment. Il n'y a pas de difficultés particulières qui soient inhérentes aux femmes, contrairement. J'entends pas difficulté, par exemple, la stigmatisation, le travail domestique, je ne sais pas, tout cet ensemble-là qui pourrait freiner ou constituer un obstacle au traitement de la tuberculose chez la femme. Vous savez, si quelqu'un fait la tuberculose, normalement, l'entourage devrait l'accompagner. Et même le manque d'information. Oui. Le manque d'information. L'entourage devrait l'accompagner. Ce n'est pas que la femme, nous tous, nous avons les mêmes... Nous pouvons faire la maladie un jour. C'est parce que certaines personnes ont plus de facteurs, des risques aujourd'hui, peut-être qu'ils font la maladie. Mais au cours de notre vie, on peut tous développer la maladie. Donc, il ne faut pas mettre les femmes de côté et les comparer aux hommes que c'est parce que certainement elles ont eu à faire quelque chose qu'elles développent la maladie. Non, il faut mettre ça de côté. Nous pouvons tous faire la maladie. Et c'est l'occasion même d'inciter dessus. On doit accompagner nos sujets qui sont malades pour qu'ils observent le traitement du début jusqu'à la fin. Par contre, en les accompagnant aussi bien, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, ça va les aider à suivre bien le traitement jusqu'à la fin. Et ça constitue aussi une protection pour nous-mêmes. Oui, c'est dans l'intérêt de la famille de soutenir le malade, puisque, étant donné que la maladie est contagieuse, plus vite la personne guérit, et plus la sécurité s'installe dans la famille. C'est bien ça. Mais tout le monde ne le comprend pas ainsi. C'est pour ça l'occasion que vous nous donnez d'inciter dessus, c'est important pour que les gens comprennent. Si on supporte, si on accompagne un patient qui est sous traitement jusqu'à sa guérison,
ça aide non seulement la famille, mais l'entourage professionnel aussi, pour éviter la stigmatisation. C'est ça, parce qu'un patient tuberculeux non diagnostiqué, c'est un danger simplement pour son entourage. Et on en vient maintenant à cette question de Alain, la prévention. Comment prévenir la maladie? Merci beaucoup. La prévention, ça passe déjà par une consultation précoce dès qu'on a les symptômes évocateurs de la maladie. Oui. Parce que dès qu'on dépiste quelqu'un, qu'on met la personne sous traitement, là, on rompt la chaîne de transmission. Ça permet de protéger déjà l'entourage. L'autre forme de prévention, c'est d'abord d'agir sur les autres facteurs de risque. Si la personne était infectée par le VIH, de suivre correctement son traitement. Si des sujets diabétiques, de suivre correctement les traitements. Et des gens qui sont tabagiques connus, alcooliques connus, bien des toxicomanes, de penser au sevrage. Là, ça va permettre à l'organisme d'être un peu plus, je vais dire, non immunodéprimé pour pouvoir se défendre contre les microbes lorsque ce serait là. L'autre forme de prévention, c'est surtout la vaccination des enfants à la naissance. Et chez nous, à l'hôpital, les sujets contacts des patients qui sont des tuberculeux, nous les mettons sur un traitement de prévention pour éliminer les microbes qu'ils ont pu inhaler avant que la maladie ne se développe. Mais il y a chez certains patients, une fois le traitement à terme, refont la maladie. À quoi cela est dû, docteur? C'est vrai, ce sont des cas rares, mais ça peut arriver. Le plus souvent, c'est lorsque les sujets ont été irréguliers au cours du premier traitement. Ça, le plus souvent, c'est ce qu'on peut constater. Mais parfois, c'est parce que la personne a une forme résistante du microbe que le premier traitement, les médicaments les couramment utilisés n'ont pas pu agir sur ces microbes. Donc là, si ils considèrent, on va pousser les tests plus loin pour savoir quelle forme de microbe la personne développe pour pouvoir donner le traitement qu'il faut. Sinon, dans la majeure partie des cas, ceux qui suivent correctement les traitements de première intention du début jusqu'à la fin, normalement, ces sujets guérissent. Mais si, par exemple, tu as été infecté, contaminé par quelqu'un qui avait une forme résistante, on ne l'a pas su dès le début. C'est vrai, ça peut sembler avoir une amélioration vers la fin, mais la personne peut faire ce qu'on appelle une rechute, ce qui peut arriver. Mais il y a des traitements pour toutes les formes. Nous, on incite déjà, dès le début, de suivre quelqu'un qui est mis sous traitement, n'a qu'à observer son traitement correctement du début à la fin. Oui, pour éviter des cicatrices. Non seulement, s'il ne suit pas correctement son traitement, tu peux décéder au cours du traitement. Toi, tu peux guérir avec des cicatrices massives au niveau des poumons, ce qui va faire le lit à plusieurs infections par la suite, même malgré que tu sois guéri, et une incapacité respiratoire qu'on pourrait avoir sur ces sujets-là qui n'ont pas suivi correctement le traitement de début jusqu'à la base. Alors, est-ce qu'on peut avoir un sujet qui a la bactérie, qui contracte la maladie et ne pas la développer pendant longtemps? C'est-à-dire des porteurs sains, comme on le dit dans votre jargon. Oui. Lorsque nous avions parlé des facteurs de risque, nous avions dit que c'est majoritairement des facteurs qui sont responsables d'immunodépression. C'est ça. Et ce n'est pas le jour qu'on est infecté qu'on développe la maladie nécessairement. On peut être infecté, on peut inhaler et ne jamais faire la maladie si son organisme est immunocompétent. La personne peut se défendre et éliminer les germes lui-même. Mais s'il arrivait que d'un jour à l'autre, dans la vie de la personne avait eu un facteur favorisant qui a pu affaiblir son immunité. Le microbe qui était là, à l'état quiescent, peut se réveiller maintenant et la personne va développer la maladie en son temps. Comme on peut inhaler les microbes, mais ne jamais faire la maladie aussi. Ne jamais faire la maladie parce que ces défenses immunitaires sont au point. Oui. Voilà, donc Alain, je retiens que la tuberculose se dépiste, se traite et se prévient. Voilà, et se guérit sur tout ça. Et que le traitement est gratuit. Est gratuit dans tous les CDT, c'est ça? Oui, dans tous les centres de dépistage et de traitement de la tuberculose, le traitement est gratuit. D'accord. Mais ça nécessite quand même l'accompagnement des parents parce que pour la gestion parfois des complications ou bien pour le déplacement du lieu de résidence vers l'hôpital pour prendre son traitement, parfois certains n'ont pas des moyens qu'il faut pour se déplacer. C'est pour cela qu'on va inciter
pour l'accompagnement des parents proches, de les supporter aussi bien financièrement que psychologiquement, parce que c'est en les supportant, on se protège soi-même. D'accord. Merci. Merci, docteur, pour toutes ces précisions. Alors, mesdames, on n'attendait plus. Dès que vous avez une tour de plus de 2 semaines, rendez-vous rapidement dans le centre de traitement le plus proche pour éviter de ne pas mettre en danger votre entourage et vous-même en premier. Voilà, Alain, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. Merci, Ediacho Tongodo. On sait désormais ce qu'il faut faire, surtout quand on tousse un peu plus d'1 semaine ou de 2 semaines. Il faut faire très attention. Allez, nous, on ne tousse pas ici. Il y a quelques cas qui peuvent arriver comme ça, donc ce n'est pas de la C'est naturel. C'est naturel. Ça. Allez. Merci, docteur Alawakweou. On vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à vous.